Moment de retrouver Frédéric Bérard pour sa chronique hebdomadaire avec nous. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric Tremblay. On va commencer avec un sujet qui n'est pas jojo, les réfugiés climatiques, des articles qui ont paru dans les derniers jours où on nous prévoit plus de 200 réfugiés climatiques d'ici 2050. Et là, les auditeurs parfois lisent ces nouvelles en se disant, bon, ça va arriver ailleurs. On voit souvent ces images en Afrique, par exemple, en Asie. Mais des réfugiés climatiques, ça pourrait nous rattraper plus vite qu'on pense ici. Par définition, un réfugié, quand on y pense 2 secondes, se réfugie. Et il va donc se réfugier à un endroit où on ne subit pas, où ne subira pas les mêmes préjudices, les mêmes catastrophes. Le Canada sera en un sens, et je dis bien en un sens, un endroit de choix. Donc, pour ceux qui avaient stressé très fort là, en 2017 avec l'arrivée des réfugiés haïtiens en provenance des États-Unis, Donald Trump les avait un peu foutus à la porte. On en avait reçu à peu près 2 ou 3 000 et je me rappelle que le Québec était un peu devenu fou cet été-là. Tout le monde ne parlait que de ça. Alors, dites-vous que dans un cas comme celui-là, ça risque d'être exponentiel. Pourquoi en un sens, par contre, Frédéric, c'est que contrairement à ce qu'on pense, et là, c'est pas moi qui parle, là, c'est la science, que je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais si vous faites des petites recherches là-dessus, vous allez voir, vous allez tomber sur des études sérieuses, notamment de l'ANSET, c'est que le Canada, qu'on le veuille ou pas, est lui aussi assujetti, lui aussi une cible potentielle des réchauffements climatiques. C'est pas parce qu'on est un pays nordique, c'est pas parce qu'on est au froid qu'on va s'en sortir. Et d'ailleurs, c'est déjà commencé avec certaines fontes de glaciers. Il y a de l'eau salée en quelque sorte ici et là. C'est pas uniquement salé, mais il y en a quand même un peu. Et cette même eau salée a commencé à pénétrer dans le fleuve Saint-Laurent, apparemment, de ce que j'ai compris, ce qui vient tuer la biodiversité. Et si vous parlez d'ailleurs dans le coin de Sept-Îles, dans le coin de Bécomo, il y a plusieurs nations autochtones qui vont confirmer ce que je viens de vous dire là. Leurs activités de chasse et autres ne sont plus les mêmes depuis déjà quelques années du fait des réchauffements. Mais ça va prendre quoi? Ça va prendre quel genre d'action pour que, disons, nos élus, nos politiciens ou encore notre population s'éveille à ce phénomène? Ça, c'est la question, Frédéric, qui est la plus difficile. C'est le constat, moi, auquel j'arrive et qui m'enrage, c'est-à-dire celui que nos politiciens ont décidé de ne pas discuter de ces enjeux. D'ailleurs, on le voit très bien pendant la campagne électorale, c'est rendu une vraie blague. Justin Trudeau qui dit oui, là, je vais m'en occuper. Les gens ont le droit de le croire s'ils le souhaitent. Moi, personnellement, je ne le crois plus. Il était là en 2015, il n'a absolument rien fait. Il était là en 2019, il n'a absolument rien fait non plus. En fait, c'est pas vrai. Il a quand même aboli les pailles en plastique. J'imagine que c'est un début. Ce qui est problématique, par contre, c'est que de ce que j'ai compris, Justin Trudeau et son gouvernement ont financé encore davantage l'industrie pétrolière à coup de subvention que ne l'a fait Stephen Harper et son gouvernement à l'époque. On se rappellera aussi du pipeline qui a été acheté à coût de 10 milliards. Pour quelqu'un qui se dit vert, là, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette histoire-là. Aaron O'Toole, je pense qu'on ne peut pas compter sur lui de toute évidence. Lui-même l'a très bien dit. Il n'y a plus le troisième lien, sans embâge et sans vergogne, et puis tout est correct. Et puis, Yves-François Blanchet, par définition, on ne prendra pas le pouvoir. Mais quand il était ministre, lui, sous le gouvernement Marois, il y a quand même le ministre de l'Environnement qui était responsable de la cimenterie Port-Daniel, la cimenterie Méganis, des forages Anticosti, tout ça sans passer par le BAP comme il aurait dû. Alors, quelle crédibilité pour ce gars-là aujourd'hui, à mon sens, zéro. Mais est-ce que c'est payant pour un parti politique, justement, de miser sur l'environnement? Ben là, Frédéric, vous venez de mettre le doigt sur la question à 1 million. Est-ce que c'est payant? La réponse, c'est non. Et pourquoi c'est pas payant? Parce que nous, citoyens, avons décidé, pour des raisons de commodité, que soit que ça n'avait absolument aucune importance, soit qu'on ne veut pas se faire mettre une misère prochaine en pleine figure, ou surtout peut-être qu'on ne veut pas de gouvernement qui serre la vis et qui agissent de manière, disons, drastique pour essayer de sauver l'humanité. Parce que c'est ça dont on parle. On ne parle pas de sauver la planète. La planète, elle va être très bien sans nous. Elle va être en fait beaucoup mieux sans nous. L'humanité, par contre, c'est elle qui est en péril. Et nous, comme citoyens, on décide que non, on aime mieux pas en entendre parler. On aime mieux regarder ailleurs. Alors, tant et aussi longtemps qu'on agit de cette manière-là, par définition, les politiciens ont des sondages internes qui disent l'environnement arrive priorité numéro 8, numéro 10, numéro 12. Et puis surtout, ils disent ça, mais attention, si on arrive avec des mesures trop musclées, les gens vont partir à la course. Rappelez-vous le plan vert de Stéphane Dion. Stéphane Dion avait beaucoup d'autres problèmes, si je peux dire, de communication comme politicien, mais son plan vert, selon
les écologistes et même les économistes était un plan qui aurait amené le Canada absolument ailleurs d'un point de vue environnemental. Mais on l'a rejeté et le Parti libéral a subi une de ses pires défaites depuis les années 20 à ce moment-là. Mais pour revenir pour les réfugiés climatiques, imaginons qu'un élu, un candidat à l'élection actuelle veut miser là-dessus, présente ça comme un élément de sa plateforme électorale. Comment vous pensez que ce serait reçu par la population en 2021? Ben, évidemment, ça dépend des comtés, ça dépend des strates de la société, ça dépend du niveau d'éducation, ça dépend du niveau de revenu, ça dépend d'un paquet de choses. Parce que c'est pas très, très payant lorsqu'on parle du futur, parce que ces prédictions, ces projections, c'est 2050. Même lorsqu'on fait des annonces 2035, 2050, je me demande si vraiment on réussit à atteindre la population lorsqu'on veut les sensibiliser à un phénomène. Ben, encore là, ça, c'est une question qui est formidablement pertinente. Le problème, Frédéric, c'est qu'on a les gouvernements que l'on mérite, apparemment, et nous avons, comme citoyens, et je ne m'exclus pas du lot, là, nous avons le nez collé sur la vitre. On est incapable de prendre un peu de recul. On dit 2050, c'est loin. Je suis pas sûr que c'est si loin que ça, moi. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est demain matin. Ceux qui ont des enfants, là, j'en ai, ma grande fille a maintenant 20 ans, ben c'est elle et ses amis, ses concitoyens, ses concitoyennes qui vont vivre les affres de tout ça. Et n'oublions pas une chose, on ne parle pas de 200 millions de réfugiés en 2050, on parle de 200 millions de réfugiés d'ici 2050. Ce qui veut dire que la mouvance est déjà enclenchée, en fait, et va s'empirer, évidemment, d'année en année. Et puis, quand vous regardez le rapport de la Banque mondiale, celui dont vous parlez actuellement, il ne faut pas oublier une chose non plus. C'est 200 millions si on ne prend pas des mesures immédiates pour essayer de pallier au réchauffement, mais la réalité, toujours selon ce même rapport, c'est que si même on en prenait des mesures absolument drastiques, il y aurait environ, je crois, 46 millions de réfugiés climatiques de toute manière. En d'autres termes, il est déjà trop tard pour éviter la crise à 100%. Il n'est peut-être pas déjà trop tard, par contre, pour en éviter une partie peut-être même considérable. Mais ça implique de s'y mettre tout de suite et ça implique peut-être de canaliser un vote en conséquence. Frédéric Bérard, on aborde les questions environnementales en gestion, en politique. Et c'est intéressant parce que dans la région, on a eu un dénouement hier avec cette annonce concernant les coupes qui ont été suspendues pour la rivière Péribonka parce qu'il y a eu beaucoup de pression, donc les coupes qui n'auront pas lieu. Même chose, il y a quelques mois, GNL Québec, finalement, le projet qui est mis pas mal sur pause sur la glace à la suite de pression environnementale. Est-ce qu'on n'a pas là quelques exemples de voir que ça peut fonctionner, de mettre de la pression, de mettre l'environnement de l'avant dans les décisions de nos politiciens? Ben, moi, je pense que oui, mais puis à ceux qui m'écoutent présentement, qui étaient en faveur de GNL, puis disent oui, mais les jobs, puis de quoi ils parlent, lui, puis je sais pas c'est quoi la vie en région. Juste vous dire une chose, il y a, selon des études très scientifiques, d'économistes, 50 milliards de dollars environ qui dorment actuellement au Canada. Et ce 50 milliards-là, c'est un 50 milliards de dollars verts. Il y a 50 milliards d'énergie verte qui ne sont pas utilisés au moment où on se parle, vous et moi. Donc, plutôt que de subventionner du pétrole comme on le fait de manière, à mon sens, éhontée, on pourrait très facilement, notamment, prendre cet argent public, le mettre dans la géothermie. Ils ont découvert un truc, notamment en Saskatchewan. On pourrait le mettre dans les éoliennes, on pourrait le mettre dans toutes sortes d'autres énergies. Et c'est quand je dis que ce 50 milliards-là d'or, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on pourrait l'utiliser pour créer des jobs qui sont, de ce que j'ai compris, payantes ou relativement payantes et surtout des jobs propres, entre guillemets. En d'autres termes, c'est pas un choix entre une job et la survie de l'humanité. C'est le choix entre une job dans un milieu qui est sale puis une job dans un milieu qui est propre. Et ça, rendu là, c'est à nous de prendre la décision et de la prendre le plus rapidement possible, à mon sens. On verra si l'environnement sera ou on reviendra dans les priorités avant le jour J du scrutin du lundi, mais selon vos propos, j'ai de sérieux doutes là-dessus. Mais on verra. On ne sait jamais, ils peuvent toujours nous surprendre, nos politiciens, Frédéric Bérard. Je rappelle que vous êtes avocat, docteur en droit et surtout chroniqueur à C'est jamais pareil. Merci beaucoup. Surtout chroniqueur à C'est jamais pareil. C'est le plus important. À bientôt. Au revoir. Au revoir.